Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au mois de l'innovation. Merci de nous suivre en direct sur les supports de la DITP, Direction interministérielle de la transformation publique, qui porte, qui incarne, qui met en œuvre ce mois de l'innovation. Merci également de nous suivre sur Acteur Public TV, soit en direct, soit en replay. Merci à vous toutes et tous qui êtes là en présentiel. On respecte toutes les conditions de sécurité sanitaire. On organise cet échange le lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur, Paris 15. C'est l'endroit où il faut être pour suivre tous les échanges et les nombreux événements dans le cadre de ce mois de l'innovation. Une journée spéciale consacrée aux enjeux de confiance. Voilà un élément clé pour porter la transformation des organisations. On parlera confiance dans les organisations, comment la développer cet après-midi. Puis un échange très, très riche ce matin à 11h. On expliquera construire la confiance avec les agents et les usagers, mais tout de suite une table ronde sur la confiance dans tous ces états avec un E majuscule. J'ai le plaisir d'animer cette séquence avec vous, Marcel Guénoun, bonjour. Bonjour. Directeur de projet à la mission expérience usager de la DITP. Je vous laisse accueillir et présenter comme il se doit nos deux invités pour cette première séquence. On est ensemble jusqu'à un peu avant 10h. Marcel. Merci beaucoup Sylvain. Effectivement, on commence cette journée sur les chapeaux de roue et avec beaucoup de chance puisqu'on va prendre de la hauteur, tant et si bien qu'on va pouvoir regarder par-delà les frontières parce que depuis une vingtaine d'années, la question de la confiance devient centrale dans la modernisation de l'État, sur la base du constat ou de la peur de la perte de cette confiance. Et il y a des initiatives un peu partout sur la planète, de la Corée à la Norvège, en passant éminemment par la France, pour essayer de comprendre ce qui fait la confiance, ce qui fait la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs proches, des institutions publiques, du gouvernement, des services publics. Et pour conduire cette réflexion, on a les deux plus éminents spécialistes du sujet. On a avec nous sur le plateau Monica Brezzi, qui est chef de la division indicateurs de gouvernance, évaluation et performance à la direction de la gouvernance publique de l'OCDE. Et l'OCDE, depuis près de 5 ans, conduit de nombreuses études sur la confiance. Et en ce moment même, on a une belle étude comparative qui est en cours. Et nous avons également Geert Boeckert, alors qu'on ne présente plus, qui est le grand chercheur en management public, qui a écrit l'ouvrage de référence avec Christopher Pollitt, Public Management Reform, Comparative Analysis, qui était le premier ouvrage qui, à la fin des années 90, réédité depuis, comparait les réformes administratives à l'aune de cette ambition de performance. Il a beaucoup travaillé sur la performance et depuis une dizaine d'années, justement, et il y a une succession qui est signifiante, il travaille sur la confiance. Donc, Monica, j'espère que vous pardonnerez mon idée-élégance, mais je me permettrai de poser une première question à Geert, justement pour que l'universitaire que vous êtes et l'universitaire comparatiste puisse nous dire, en fait, qu'est-ce que c'est la confiance? Ce que je veux dire, c'est qu'on en parle de plus en plus, on en parle de plus en plus souvent pour constater sa disparition, mais on ne sait jamais vraiment, c'est très abstrait, impalpable, la confiance. Ça consiste en quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut jouer pour renforcer la confiance des citoyens? Merci Marcel. Je pense en effet que la confiance pendant longtemps était déconnectée de la performance tout court des systèmes et de l'État, et que depuis les années 2000, vraiment, la confiance est devenue une partie à part entière de la performance. Peut-être que la performance la plus importante d'une organisation en général, mais du secteur public, c'est la confiance même. Donc, il faut la construire. Et ça veut dire que l'État est vraiment un point clé dans tout cela. On a vu avec la crise et les crises que l'État est de retour et donc que le secteur public est devenu essentiel pour construire, pour tenir, pour développer la confiance dans nos systèmes qui doivent fonctionner et résoudre des problèmes. Donc finalement, la confiance, ça veut dire que les gens ont
une capacité de tenir compte de la capacité de résoudre des problèmes. Et de ce point de vue, il y a 3 éléments clés pour construire cette confiance. C'est en fait la compétence. Il faut démontrer qu'on est compétent à délivrer des services, à résoudre des problèmes. Ça veut dire aussi, deuxièmement, qu'il y a la bénévolence, la bienveillance. Ça veut dire qu'on tient compte de l'intérêt général, pas seulement de l'intérêt individuel. Et puis, troisièmement, c'est l'intégrité. Ce sont 3 éléments clés qui constituent cette confiance. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être, avant de vous donner la parole, Monica Brezzi, un petit rappel. Vous pouvez, cet échange est évidemment interactif. Alors, on vous donnera un micro dans quelques instants à vous toutes et tous qui êtes là au lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur. Mais vous pouvez aussi réagir à la fois sur les réseaux sociaux et puis à l'adresse qui va apparaître à l'écran, MIP, c'est ça, moi de l'innovation publique. Donc, MIP@acteurpublic.com, acteur public au pluriel, tout attaché.com. C'est une adresse générique pour l'ensemble du mois de l'innovation, n'hésitez pas à réagir. Marcel. Geert, vous nous dites que les composantes de la confiance, c'est compétence, bienveillance, intégrité. Est-ce que c'est spécifique au secteur public? C'est-à-dire, j'imagine que dans le secteur privé, on a besoin de confiance pour fonctionner avec ses clients, etc. Est-ce que les attentes, les composants, les producteurs de confiance s'appuient sur les mêmes leviers, ou est-ce qu'il y a une spécificité du rapport des citoyens au gouvernement, aux administrations publiques et aux fonctionnaires? Je pense que la confiance dans le secteur public, c'est beaucoup plus compliqué que dans le secteur privé. D'abord, il y a les 3 directions. Il y a la confiance de la population dans la sphère publique, les organisations publiques. Et à l'inverse, la confiance de l'État et ses organisations dans la société. Et puis, il y a la confiance au sein du secteur public qui est quand même compliquée. Ça, c'est la première chose qui est une différence. La deuxième, c'est micro, méso, macro. Micro, c'est vraiment au niveau de délivrer les services. Quand on demande quelque chose du secteur public, c'est une transaction immédiate. Méso, c'est les politiques publiques. Est-ce qu'on a confiance dans les politiques publiques de l'environnement, de la santé? Et puis, à le niveau macro, c'est vraiment, est-ce qu'on a confiance dans le système judiciaire, dans les élections, dans le président? Donc, ce sont 3 niveaux, donc ça complique un peu. Et le troisième vecteur qui complique les choses, c'est évidemment la politique, les politiques. Et donc, cette transparence qu'il nous faut dans l'intérêt du secteur public en général et de l'État. Merci beaucoup. Je crois que, Geert, vous avez beaucoup travaillé avec l'OCDE depuis des années dans la conception des enquêtes que mène l'OCDE sur la confiance. Monica, vous qui suivez les enquêtes et en réalisez en ce moment, c'est quelles tendances que vous observez qui ressortent de vos travaux en matière de confiance dans le secteur public à l'international? Bonjour, merci pour cette invitation. Je pense je peux commencer avec quelques observations avant la pandémie pour donner un peu un cadre de ce qui se passe maintenant. Après la crise financière de 2008, on a eu une chute de la confiance dans presque tous les pays de l'OCDE. Et c'est qu'en 2019 que la confiance envers le gouvernement et les institutions publiques revient à la valeur en moyenne, à la valeur d'avant-crise, qui n'était que 45%. Donc déjà, on pourrait dire que la confiance envers les institutions publiques est plus lente que la reprise économique. Et donc ça, c'est un point important à retenir. Le deuxième, c'est aussi que donc, quand la pandémie frappe,
nous observons trois phénomènes. D'abord, les préoccupations des inégalités deviennent plus importantes. Ça, c'est clair parce que la pandémie a aussi exacerbé une fracture sociale. Donc, il y a 48% de gens qui répondent à le baromètre d'Edelman en 2020 qui disent que leur gouvernement ne fonctionne pas pour eux. Donc 48% dans 15 pays de l'OCDE. Qui dit que le gouvernement ne fonctionne pas pour les personnes comme moi. Mais deuxième phénomène qu'on observe, c'est qu'il y a en effet qu'on appelle des raillements autour des drapeaux. Donc, en fait, pendant les premiers mois de la Covid, il y a un sentiment de gens, beaucoup de confiance, d'être ensemble dans une situation de crise. Et en fait, la confiance vers le gouvernement des pays de l'OCDE augmente. Et en 2020, va être 51%. Donc, ce n'est pas une petite chose, en fait. Et ça, cela a aidé le gouvernement à faire respecter les mesures de confinement, les mesures sociales. C'est-à-dire que la montée de la confiance de la population, ça a facilité pour les gouvernements la mise en œuvre des politiques de confinement, des politiques difficiles et restrictives qui ont été mises en place. Il y a maintenant plusieurs études qui montrent aussi qu'en fait, le respect du confinement, le respect des règles, le respect pendant la crise, sur plusieurs régions européennes, sont en fait liées au sentiment de confiance que les gens avaient eu avant la pandémie envers les institutions. Mais c'est un effet de courte durée. En fait, on observe déjà que la confiance baisse encore. Ça veut dire qu'il faut la travailler. Juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est une étude, c'est une première étude de cette ampleur qui sera publiée dans quelques mois, c'est bien ça, où vous avez fait travailler, vous êtes allé regarder de très près dans l'ensemble des pays. Dites-moi si je me trompe, de l'OCDE. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de ces États de travailler sur cette problématique? C'est pas anodin que l'ensemble des pays de l'OCDE se posent cette question et se disent voilà, la confiance, un élément important. Comment ça s'est fait concrètement? Mais en fait, comme Geert a déjà dit, la confiance, c'est toujours considéré un élément très important de la gouvernance publique, un résultat de la gouvernance publique. Donc, l'OCDE a travaillé sur les questions de confiance envers le gouvernement depuis longtemps. Depuis le 2013, c'est dans la réunion annuelle de l'OCDE à niveau des ministres qui disent qu'il faut que l'OCDE travaille un peu plus pour comprendre quels sont les déterminants de la confiance. Oui. En fait, c'est ça plutôt notre travail, c'est comprendre mieux et mesurer les déterminants principaux de la confiance envers le gouvernement. Donc, en fait, maintenant, depuis quelques années qu'on travaille un peu avec des pays pour comprendre mieux, maintenant, on est en train de faire, comme vous avez dit, une étude comparative sur les déterminants principaux de la confiance dans 20 pays de l'OCDE, dont la France. Alors, on relaiera évidemment à la DITP comme acteur public votre travail remarquable. Avant de vous redonner la parole, monsieur, peut-être la question qu'on se pose, c'est quid de la France? Vous regardez sur l'ensemble des pays. Est-ce que vous pouvez faire un rapide focus peut-être sur la France, les premiers enseignements? On a bien compris que tout ça n'était pas encore public, mais peut-être les premières tendances concernant la France? Oui, concernant la France, mais aussi concernant les autres pays. Donc, en fait, on travaille sur 5 déterminants principaux de la confiance envers l'organisation publique, l'institution publique. Donc, bien sûr, comme a déjà dit Geert, l'idée, c'est que la confiance se forme sur une question de compétences qui, on voit comment les institutions publiques sont réactives dans la prestation des services, mais sont aussi fiables
Donc, ils ont une idée de long terme, de protéger les citoyens, d'anticiper les changements. Et après, il y a aussi 3 déterminants principaux qui sont plutôt sur une question de comment le gouvernement fonctionne. Et donc, avec intégrité, comme déjà dit Geert, mais aussi avec une ouverture envers les citoyens, transparence, accès à l'information et tout ça, et avec elles sont aussi équitables. Donc les 5 déterminants sont réactivité, fiabilité, intégrité, équité et ouverture. Et là, en fait, on observe 3 choses. Et la France, c'est un peu au milieu du résultat. Donc, 3 choses importantes pour une étude comparative. Première, c'est qu'il y a des écarts très, très forts de confiance entre les institutions du même pays. Et selon le groupe de population. Donc, en général, et la France, c'est vraiment ce cas, en général, il y a plus de confiance vers les services publics, la santé, l'armée, les tribunaux, l'éducation, la fonction publique, et moins confiance envers les institutions plus politiques, donc le Parlement, les présidents, les élus. Et il y a toujours des écarts importants de confiance entre groupes de population. Donc, en général, les personnes de revenus plus bas, éducation plus bas, mais aussi les habitants des zones rurales ont moins confiance que les habitants de les villes. Dans les territoires, France, oui, les territoires. En France, par exemple, il y a un écart de 20 points pourcentage de confiance entre les personnes avec revenus plus faibles et plus hauts. Donc, 20 pourcentage, ça signifie que, en fait, la confiance des plus riches, c'est le double que la confiance des plus pauvres. Donc, ce n'est pas surprenant, ce résultat, mais bien sûr, il faut que les politiques prennent en compte ces différences, cet écart. Moi, j'ai une question qui s'adresse à vous, Monica, mais également à Geert. On voit en fait en France que la défiance est très forte. C'est confirmé de manière longitudinale par de nombreux travaux. Yann Algan travaille là-dessus depuis plus de 15 ans et on a des récentes notes du Conseil d'analyse économique, celle de Luc Rouban, Bruno Cotresse, de Yann Algan, qui montrent que cette défiance, elle se maintient, même si ça corrobore ce que vous dites. La crise a été un peu une opportunité, c'est-à-dire que ça a fait remonter la confiance dans les services publics avec les mêmes distorsion entre les services publics et la couche gouvernementale. Est-ce que on voit depuis quelques années apparaître des politiques qui adressent spécifiquement la question de la confiance? On l'a vu en France avec la loi ESSOC, un État au service d'une société de confiance, qui notamment promeut le droit à l'erreur. Et l'idée, c'est de dire, il faut que, et ça relance sur ce que disait Geert, que l'État fasse confiance aux citoyens en leur accordant le droit à l'erreur pour qu'en retour, on assouplisse, on transforme la relation de service et que l'usager soit en situation de confiance et que cette confiance envers l'État se renforce. Et donc là, on a une politique qui essaye directement d'adresser la question de la confiance. Vous avez travaillé en Corée, en Finlande, en Norvège. Est-ce qu'on voit émerger des politiques de la confiance et quels sont les leviers qu'elles activent? Est-ce que, par exemple, le droit à l'erreur, c'est une tendance internationale ou dans les pays que vous pouvez observer, pour augmenter la confiance, on passe par d'autres mécanismes, d'autres programmes, d'autres politiques? Peut-être Geert Boeckert, si vous voulez bien.
Oui, bien sûr. On va très clairement. D'abord, je veux féliciter l'OCDE et Monica pour cette étude. Il nous faut vraiment plus de recherche sur la confiance et comment les éléments constituent cette confiance. Donc, c'est une étude qu'on attend depuis longtemps et je suis très ravi que l'OCDE prend cette responsabilité. Et j'invite aussi les autorités françaises de commissionner des recherches sur la confiance scientifique, donc des recherches scientifiques là-dessus. En matière de réformes, c'est très clair, de Finlande jusqu'à Nouvelle-Zélande, les réformes ont toujours eu pour objectif principal regagner la confiance dans un État politique avec une polarisation, populisme et tout cela. C'est très clair que la confiance est devenue une priorité politique absolue. Et donc, de ce point de vue, on voit très clair qu'on est en train de développer la compétence, mais la performance, là, a deux significations en français, en anglais aussi. C'est pas seulement résultat, c'est aussi mettre quelque chose sur une scène, une belle performance. Donc, il faut démontrer qu'on est compétent, qu'on est bienveillant, qu'on est intègre. Et là, je pense, donc pas seulement window dressing, mais vraiment la substance. Je pense que ce sont des éléments clés pour les réformes. En matière d'intégrité, je peux encore ajouter aussi, parce qu'il y a deux éléments de logique qu'on suit, les conséquences, les résultats pour les services qu'on doit délivrer, mais aussi le comportement approprié des services publics, l'intégrité. Ce n'est pas seulement individuel, la fraude, c'est aussi l'intégrité des organisations, des institutions. C'est aussi qu'on est transparent, qu'on est focalisé sur le citoyen, qu'on veut servir pas seulement soi-même comme élite, pensons à l'ENA, mais aussi tout le monde. Et pour les politiques publiques, que l'inclusion, je vais répéter, l'inclusion est devenue très important. Monica l'a dit aussi, l'exclusion est devenue une perception généralisée et il y a un retour négatif là-dessus. Donc, il y a des politiques publiques claires et distinctes pour avoir plus de résultats et de visibilité de cette compétence qui est de délivrer des services, de gérer les crises et d'innover la société. Mais aussi la bienveillance, ça veut dire aussi améliorer le cadre légal. Le cadre légal est essentiel pour les gens. Les manifestations sont sur la liberté, par exemple, et les droits individuels. Donc le cadre légal fait partie de cette bienveillance pour l'État. Merci Monica Brezzi. Même question, Marcel Guénoun évoquait la loi ESSOC, donc loi de 2017 ou 18, on vérifiera, pour un État au service d'une société de confiance. Geert Boegert parle d'un cadre légal. Ce type de loi, ces dispositifs vont dans un sens nécessaire, dans un sens positif. Est-ce que c'est un des leviers parmi d'autres justement pour avancer ? Oui, absolument. Et en fait, on voit dans plusieurs pays la mise en œuvre de politiques qui ont un objectif explicite d'augmenter la confiance. Par exemple, en Norvège, maintenant, il y a une réforme de confiance. Ça s'appelle comme ça. Les détails sont encore à définir. C'est le nouveau gouvernement qui a mené ça. Mais en tout cas, le principe, si vous voulez, c'est en fait augmenter l'innovation et l'expérimentation dans les services publics, offrant de mieux définir la compétence, comme on vient de dire, entre les dialogues entre l'utilisateur, les citoyens, et l'administration. Donc ça, c'est un point pour la Norvège. On a plusieurs leviers, en fait, mais je pense qu'il y a un élément commun, que c'est, dans ces politiques, c'est une intégration du point de vue des citoyens et déjà dans la conception de la politique, pas uniquement
dans la prestation des services, comment l'utilisateur... mais c'est avoir plus du point de vue des citoyens dans la conception de la politique. Donc, dès le début, le citoyen, l'usager doit être partie prenante et doit être intégré à la réflexion, c'est ça? Absolument. Donc on l'a vu en Canada, on l'a vu en Finlande, on l'a vu en Finlande, on l'a vu en Nouvelle-Zélande. Pendant la pandémie, par exemple, la Finlande a mené régulièrement des dialogues avec des différents groupes de population sur les attentes, sur leurs besoins, et aussi incluant des groupes qui régulièrement ne sont pas entendus. Par exemple, il y avait chaque semaine des groupes de dialogue avec les enfants pour l'idée d'améliorer la conception de la politique éducative en prenant aussi le point de vue de tous les citoyens. Mais il y a aussi déjà l'utile de faire des recherches, de faire des enquêtes sur la population, sur comment l'expérience du service public, quelles sont les attentes dans la dimension de l'action publique. Je pense que ça, c'est déjà un moyen pour inclure, pour chercher de regagner la confiance et la participation citoyenne, en fait. Merci beaucoup. Peut-être une réaction, Geert Boeckert, cet élément de co-construction, co-construire les politiques publiques avec les citoyens. Alors, ça paraît relever d'une forme d'évidence, mais c'est pas si simple. On le voit en France. Est-ce que c'est une nécessité et comment faire pour que vous parliez, monsieur, d'inclusion, de ne pas laisser des millions de Français, notamment ceux qui n'ont pas forcément les outils ou les usages du numérique, les laisser de côté. Co-construire, est-ce que c'est une nécessité et surtout comment faire pour appréhender l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la société, votre sentiment? Il faut évidemment une verticalité parce que c'est l'État qui est en charge, mais il faut ajouter l'horizontalité. Et cette horizontalité, ce sont des partenariats, organisations, secteur privé, ONG, parce que les ONG sont très clés au niveau local aussi pour co-design, co-décider, co-construire, co-évaluer. Donc, cette devient un élément clé. D'ailleurs, l'objectif de développement durable 17, c'est sur les partenariats. Et les partenariats sont un élément clé pour reconstruire cet ensemble qu'on peut réaliser la société, cet ensemble qu'on doit gouverner. Et ce n'est pas seulement l'État isolé, c'est en partenariat avec tous les éléments de la société, y inclut les citoyens évidemment et les différents groupes. Puisqu'on est ensemble et que l'idée c'est de faire du s'il y a des questions à la fois pour ceux qui sont présents physiquement au lieu de la transformation publique, et nous incluons aussi dans la possibilité de s'exprimer ceux qui sont à distance et qui nous regardent, si des questions viennent, il y a un micro qui peut circuler si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous lever la main, mais peut-être Marcel, justement, il y a une question en ligne, une personne qui réagit à votre propos. Vous mettez en avant la question des revenus, la question des territoires qui fait un distinguo fort sur ces enjeux de confiance. Une question sur la question générationnelle. Le fait que, pour reformuler la question telle qu'elle est envoyée, on voit dans certains travaux, vous mentionniez Marcel Bruno-Cotresse notamment, que la jeunesse parfois et sur son regard par rapport à certaines institutions, je pense notamment aux enjeux de sécurité, et en décrochage à une confiance moindre que l'ensemble de la population. Est-ce que là aussi dans vos travaux vous le voyez, vous parliez des revenus, des territoires, est-ce que la question générationnelle est aussi un élément important? Mais merci pour cette question parce qu'en fait c'était... Merci à celles et ceux qui nous suivent. mip@acteurpublic.com et puis le micro circule après. Parce qu'en fait la question générationnelle c'est très important.
il n'y a pas une réponse claire et nette. Oui. Si les gens ont plus ou moins confiance envers les institutions publiques, bien sûr, ça dépend aussi quelle institution, quel gouvernement, oui, mais oui. Il y a aussi beaucoup de participation de gens à la vie citoyenne, à la vie publique. Donc, ça, c'est un élément clé aussi. Mais la question générationnelle, c'est très important. Et en fait, à la sortie de la crise, nous avons identifié aussi 3 éléments qui vont contribuer à former une démocratie plus robuste, plus forte, plus résiliente. Et ce sont des éléments qu'on a débattus pendant un processus consultatif qu'on a eu avec aussi des organisations de jeunesse l'année dernière et qui sont maintenant inclus dans notre cadre analytique. Et le premier élément qu'on va mesurer, donc on verra dans quelques mois, c'est aussi la question comment la confiance se forme sur la base de l'évaluation que nous, comme citoyens, faisons de la crédibilité, de l'efficacité de l'action gouvernementale face à des défis à long terme, complexes, mondiaux, comme l'inégalité, le réchauffement global, tout ça. Et ce sont des défis qui comportent aussi un arbitrage entre générations. Donc ça, c'est une question très importante. Aussi comprendre comment on forme une confiance qui est toujours en attente, aussi en attente de comportements qui va tenir dans le futur et qui va me protéger et protéger les nouvelles générations. Un élément clé donc de l'analyse, de la réflexion. Geert Boeckert, sur cet enjeu de on va dire, la jeunesse, ces enjeux générationnels, la question des revenus, des territoires, on a vu tous les éléments d'intégrité, transparence, etc. que vous avez évoqués. Comment se positionne la jeunesse ? Quelle est votre analyse ? Mais d'abord, la confiance, c'est un capital social qu'il faut construire. Et donc, en socialisant la jeunesse dans une culture de confiance, on peut transférer ça à une prochaine génération. Donc, pour tenir cette confiance dans une société, il faut en fait créer une culture de confiance envers les jeunes et la jeunesse et ceux qui seront là, la prochaine génération. Et donc, on a cette responsabilité en tant que société de garantir et d'assurer une culture de confiance qu'on peut avoir confiance en nos institutions et dans nos organisations. Et ça, c'est la garantie pour transférer ça et de tenir ce capital social. Merci beaucoup. N'hésitez pas, mip@acteurpublic.com et puis le micro circule, levez la main ici au lieu de la transformation publique. Monsieur, je vois que vous levez la main et je ne vois pas de micro arriver, mais c'est une question de secondes. Vous avez aussi le fil Twitter, donc mip@acteurpublic.com, ça doit apparaître. Je demande à la régie de faire apparaître l'adresse qui apparaît. Voilà, je vous en prie, alors dites-nous qui vous êtes et puis on vous écoute. Vous m'entendez, ça fonctionne. C'est très bien. Super, alors je m'appelle Léo Merli de la métropole européenne de Lille. Merci pour cet événement. J'avais une question moi, sur la question de la défiance et notamment les liens qui pourraient potentiellement exister avec d'autres types de défiance et notamment pas en lien uniquement avec les services publics mais aussi avec l'univers du journalisme, l'univers de la science. Est-ce que finalement il y a des liens de corrélation entre la défiance qui peut exister envers des institutions et d'autres formes d'institutions comme la science, comme le journalisme ? Est-ce que c'est des éléments que vous avez vus dans vos recherches ? Très pertinent. Qui veut répondre, Geert Boeckert ou vous, madame ? Geert, monsieur Boeckert, pardon, on vous écoute. On le voit, une défiance plus large à l'endroit de la science, de l'expertise. On le voit, acteur public, on y travaille aussi à la DITP, la communication publique, le monde du journalisme. Cette défiance va au-delà des institutions publiques, monsieur Boeckert. Évidemment, le secteur public fait partie d'une société. Et quand je parlais d'une culture de confiance dans une société, les piliers sont là. La compétence, la bienveillance, l'intégrité, que ce soit des journalistes, du monde scientifique, les éléments sont là. Donc il y a une sorte de contamination positive ou négative.
positif si on peut renforcer la confiance, cette culture de confiance entre les grands partenaires d'une société, ou une sorte de spirale négative, n'est-ce pas, malheureusement, parfois, de ne pas avoir confiance dans la compétence des acteurs clés dans une société, ou du malveillance, ou d'une intégrité qu'on ne peut pas assurer. C'est très clair ce que vous dites. Oui. Merci beaucoup, monsieur de la métropole européenne de Lille. On vous salue. Une réponse et puis après, on passe. Ajouter, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, en fait, la défiance envers les médias, c'est un signal très, très clair qu'on trouve dans beaucoup de pays, même dans des pays où il y a des institutions où la démocratie et la satisfaction avec la démocratie est très forte, comme la Norvège, mais les médias sont considérés l'institution la moins qui a moins de confiance, plus de défiance. Et en fait, la montée de la défiance, c'est un phénomène, bien sûr, un peu compliqué parce qu'il y a des raisons économiques, des raisons politiques et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut la mesurer, que ce n'est pas simple. Mais il faut la mesurer et aussi comprendre mieux quel est le rôle que joue la désinformation à nourrir cette défiance. Parce qu'on a observé que dans plusieurs pays où la communication avec les institutions scientifiques, avec la science et avec un partenariat entre la décision politique et la science, mais avec aussi des compétences très claires et nettes, pas uniquement partagées. Donc, cette type de communication a bien marché pour créer de la confiance envers le gouvernement pendant la crise. Là, on l'a observé dans plusieurs pays, le Danemark, les pays scandinaves, mais le Canada aussi. Merci beaucoup. Je vois que le temps passe. Tout cela est passionnant. On va aborder, Marcel, maintenant quelques éléments de méthodologie. Si je puis dire, vous gardez ici, au lieu de la transformation publique, gardez vos questions et en ligne, continuez à m'en envoyer à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Marcel. Oui, effectivement, il nous reste quelques minutes et l'enjeu, ce serait de recueillir de votre expertise des pistes d'action. Que faire et comment développer la confiance dans le secteur public, du secteur public envers les citoyens, toutes les dimensions que vous avez évoquées. Peut-être commencer, puisqu'on est à la direction interministérielle de la transformation publique au sein du ministère de la transformation et de la fonction publique, pour vous demander comment la recherche de confiance affecte les politiques de transformation. Enfin, et là, ça vaut pour Geert et pour vous. Depuis 40 ans, les politiques de transformation publique, elles s'appuient sur du levier budgétaire, les budgets de performance, avec la nature des objectifs, des indicateurs et de leur suivi qu'on va mettre en place pour orienter le travail des administrations par les réformes statutaires et de gestion de la fonction publique, les systèmes d'information, etc. Et là, les leviers que vous avez évoqués dans les composantes de la confiance. Il y a la compétence, elle est très interfacée avec les politiques RH, les politiques justement de qualité de service pour démontrer cette confiance, mais il y a des leviers qui en règle générale échappent aux politiques de transformation publique. L'intégrité, ça va souvent passer par du levier juridique, etc. Donc du coup, est-ce que cette recherche de confiance dans les composantes des leviers des politiques de transformation, il y a quelque chose qui change ? Ou alors est-ce qu'il y a une matrice et ça veut dire que la confiance, elle déborde les politiques de transformation. Qu'est-ce que vous voyez empiriquement et qu'est-ce que vous nous suggérez de faire ? Qui démarre Geert Bouckaert, vous voulez bien ? Et puis madame après. Allez-y. Donc, il y a deux choses scientifiquement qu'on a vues. D'abord, que les mécanismes sont asymétriques et conditionnels. Asymétrie, ça veut dire si on fait les bonnes choses, peut-être que ça va mener à tenir et faire accroître la confiance. Mais si on fait les mauvaises choses, la mauvaise gérance, la malveillance,
un manque d'intégrité, là, c'est sûr, on a perdu la confiance. Et c'est très difficile, c'est plus difficile de regagner que de tenir la confiance. Tout ça, c'est déjà des éléments clés dans les études empiriques. Deuxièmement, c'est conditionnel. Ça veut dire on ne peut pas prendre ça pour évident, la confiance. C'est un travail à long terme et qu'il faut convaincre les citoyens chaque jour pour le faire. Et là, bon, on revient aux trois piliers. Il faut convaincre la population, pas seulement avec une perception, mais aussi avec des faits, qu'on peut offrir les services à tout le monde. Et c'est l'accès est important aussi, la réactivité, la qualité est un élément clé. Mais il faut le montrer aussi. Cette bienveillance est essentielle. Il faut créer une culture qu'il n'y a pas l'opposition. Donc, c'est une société qui a les extrêmes. Là, ça devient très difficile parce que là, on organise la méfiance et la défiance. Donc, il faut avoir un objectif en commun, c'est l'intérêt général pour tout le monde. Et donc, l'inclusion, je répète, l'inclusion est devenue un élément essentiel, vraiment essentiel. Le sentiment d'exclusion est devenu une bombe dans nos sociétés. Mais je peux vous dire que bon, la France a comme devise, et c'était aussi ici sur les logos, égalité, fraternité, liberté. Je peux vous dire qu'il faut convaincre la population que c'est compatible, que ces trois valeurs essentielles, égalité, fraternité, ou solidarité et liberté, sont compatibles. Et donc voilà. Mais ça devient un boulot de chaque jour avec une vision à long terme. Et les ODD vont aussi contribuer à regagner et tenir cette confiance. Objectif de développement durable. Marcel. Non, Monica. Donc, peut-être deux mots. Première, c'est que, en fait, les analyses qu'on a faites montrent que l'impact des composants de la confiance diffère d'un niveau d'action publique à l'autre entre les mêmes pays. Donc, ça signifie quoi? Qu'on ne peut pas vraiment généraliser quelles sont les pistes qui vont être les plus efficaces. Nous faisons une analyse à 3 échelles, à niveau de l'administration centrale, des collectivités locales et des fonctions publiques. Et on voit, par exemple, je dis toujours la Norvège, mais c'est juste parce qu'on vient de faire cette analyse, donc c'est fraîche dans ma tête. En Norvège, nous constatons que l'impartialité et la capacité d'innovation sont les facteurs qui influencent le plus la confiance dans la fonction publique. Tandis que la possibilité d'interagir sur la prestation des services est le principal facteur de confiance qui forme la confiance envers la collectivité locale. Donc, il y a toujours des politiques qui doivent être adaptées à cet résultat, à cette base de données, si vous voulez. Et le deuxième point, c'est toutes les politiques que vous avez déjà mentionnées restent bien sûr valides. Ce qu'on observe, c'est la nécessité de vraiment faire une conception des politiques où le citoyen c'est au centre. Et ça semble pas quelque chose de nouveau, mais en fait, quand on a fait l'enquête en 2018 en Corée, après, le gouvernement a demandé, s'est mis l'objectif de développer des politiques vraiment multisectorielles à différents niveaux avec les citoyens au centre. Ça signifie en Corée qu'il y avait un besoin de plus de transparence, plus d'accès à l'information, plus de possibilités pour les citoyens d'interagir avec la fonction publique. Et cet élément de transparence
Donc, ça dépend un peu des pays, mais je pense que ça, c'est l'élément commun. L'idée de faire des politiques où le citoyen est au centre, depuis la conception de la politique et après la prestation des services. La consultation, la participation, qui n'est pas la cerise sur le gâteau, mais qui irrigue tous les processus de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Vous nous dites bien qu'il n'y a pas une recette universelle et que le dosage des ingrédients va varier en fonction du contexte. Mais vous me parlez d'une étude que vous avez fait récemment sur la Norvège. La Norvège est, dans toutes les études dont on dispose depuis une quinzaine d'années, arrive toujours en tête en termes de niveau de confiance de la population envers les autres, la confiance sociale, envers le gouvernement, envers les services publics. Et là, j'ai envie de vous poser une question, tant à Geert qu'à vous. Il y a une dizaine d'années, le grand philosophe Francis Fukuyama, le théoricien de la fin de l'histoire qui travaillait sur la gouvernance, disait « il faut aller vers le Danemark, getting to Denmark », en disant « mais les gens sont les plus heureux là-bas, les indicateurs de gouvernance sont les meilleurs là-bas, donc la destination de toute l'humanité, c'est le Danemark. » En matière de confiance, il semblerait que ce soit la Norvège. Et alors du coup, c'est un peu... Est-ce que c'est contradictoire, est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut qu'on imite la Norvège ou est-ce que c'est absolument pas transposé? Je crois qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de best practice universelle. C'est quoi votre position là-dessus, Geert? D'abord, il n'y a pas de panacée, hein, comme Monica l'a dit. Mais ceci dit, je pense qu'on peut apprendre d'autres pays. Mais la Norvège n'est pas la France. Il y a des différences culturelles et économiques. C'est un petit pays très richissime, très homogène et très décentralisé. Donc, de ce point de vue, il y a une culture sociétale qui est tout à fait différente qu'en France. Et donc, le copy-paste n'est pas utile, mais on peut apprendre des études comparatives comme l'OCDE le fait, tenir compte des différences culturelles. Parce que ça, c'est un élément clé. La confiance, c'est sur les relations. Et les relations institutionnelles, pas seulement entre les individus, les citoyens, mais entre les individus et les organisations et les institutions. Et là, il faut tenir compte d'une culture, d'une différence de culture, mais on peut apprendre d'autres pays. Et donc, en général, je pense que décentraliser, ça aide à avoir un contact plus étroit et ça facilite la confiance. Monica Brezzi, getting to Norway. Il faut aller en Norvège. Je pense que, bien sûr, comme Geert a dit, il n'y a pas un copy-paste, mais on peut apprendre. Et je veux juste dire qu'en fait, la Norvège, c'est vrai, reste toujours en position, pas uniquement sur la confiance entre personnes, envers les institutions, mais aussi la satisfaction avec les institutions et la démocratie. Donc ça, c'est un élément clé. Je pense parce qu'on a beaucoup parlé de participation et vraiment de l'inclusion. Il y a aussi plusieurs pays maintenant la question de représentation, donc dans les institutions démocratiques. Donc là, on peut apprendre par la Norvège, peut-être, mais la Norvège aussi nous a appris que, comme je viens de dire, ils vont faire une réforme de confiance. Donc, ils pensent qu'il faut faire un peu plus. Et le plus qu'ils vont faire, c'est sur les relations institutionnelles, sur les relations dans la fonction publique, sur les relations, donc, donner plus d'espace, plus d'autonomie dans la fonction publique, afin d'améliorer le service, afin d'apprendre avec les citoyens. Donc, ils vont mettre en place aussi une question de relations institutionnelles comme
Gert vient de nous dire. Tout cela est inspirant. Le micro va revenir. Je regarde sur le fil l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Il y avait, Marcel, une question qu'on avait déjà, que vous aviez préparée sur le contexte actuel depuis des années et des années en matière d'intervention publique. La question de l'efficacité primait. Aujourd'hui, dans le discours public en France, on parle davantage de résilience. Est-ce que cela, c'est un élément clé qui va dans le sens de la confiance, à la fois ce contexte qui bouscule les lignes, Geert Buckert, et puis ces enjeux de résilience? Est-ce qu'on va vers davantage de confiance, au-delà des travaux remarquables, évidemment, que vous portez tous les deux? Résilience, il nous faut résilience dans une situation de crise. Oui. Et de ce point de vue, cette crise de Covid est devenue une grande opportunité pour montrer vraiment que les organisations publiques sont compétentes, bienveillantes et intègres à résoudre une crise et qui font partie de la solution pour une société. Et là, c'est une combinaison. Plus qu'on est résilient, plus ça facilite d'avoir la confiance. Merci. Même question, Monica Brezzi. Résilience, facteur d'accélération, je ne sais pas si je résume bien les choses, mais qui peut contribuer en tout cas à développer la confiance. Bien sûr, et aussi il faut développer la confiance afin que les institutions soient plus résilientes. Donc c'est un peu la résilience favorise l'efficacité en retour. Oui, c'est ça. En tout cas, et oui, nous pensons que le moment présent offre une opportunité importante de restaurer la confiance dans les services publics et d'utiliser la résilience, qui signifie aussi des institutions qui montrent d'être compétents dans le sens de réactivité, mais aussi dans le sens de faire face aux défis plus complexes, les défis de long terme, les défis mondiaux, et donc d'avoir une compétence, pas uniquement à échelle nationale, mais aussi dans le monde global. Donc c'est aussi des institutions qui apprennent de la partie de leurs citoyens. Merci à tous les deux. Le micro va revenir. On est ici, ces échanges s'organisent dans des conditions sanitaires optimales au lieu, le lieu avec un L majuscule, lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur à Paris, sachant que ce mois de l'innovation publique porté par la DITP s'organise partout en France, plus de 400 événements. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, je vous vois, monsieur. On va vous voir apparaître à l'écran. Le micro arrive. Je vous en prie, présentez-vous et on vous écoute. Bonjour, Nathan de la DITP. Actuellement, il y a un grave mouvement social en Guadeloupe. Ma question, elle est assez simple. Comment, sur le plan conjoncturel, sortir par le haut des crises importantes de confiance qui peuvent s'exprimer lors des mobilisations sociales? La France, on a connu deux principales, les Gilets jaunes et maintenant plus territorialement en Guadeloupe et en Martinique. Quels sont les leviers d'action publique immédiatement développables pour sortir par le haut de ces crises conjoncturelles de grave confiance sur un motif sanitaire de vaccination, mais plus large sur la confiance envers les autorités sanitaires, le tissu économique et social? Je vous remercie. Geert, vu que vous avez beaucoup insisté sur l'inclusion, peut-être qu'on vous donne la parole en premier? Bon, ce genre de crise... même presque des révolutions font partie de notre histoire et de la civilisation. Et je pense qu'on ne peut pas toujours résoudre, mais il faut gérer ça. Et le mot-clé, c'est il faut parler aux gens. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de convaincre dans un sens. Mais en tout cas, il faut dialoguer et essayer de mettre les gens à bord dans une conversation. Parce que, bon, les conflits dans les rues qu'on voit aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, en France, c'est devenu... ça ne fait pas partie de la solution.
Et donc, il faut essayer de contacter avec des influencers, avec des personnes clés de ces communautés dans les médias sociaux, de dialoguer et de tenir compte, essayer de convaincre ces gens qui sont à bord et qui ne sont pas exclus. Merci. Le dialogue et dépasser peut-être des postures, si je traduis peut-être votre sentiment, ces mouvements sociaux qui seront toujours là, qui se manifestent aujourd'hui. Juste ajouter le sentiment d'exclusion, donc bien sûr passer pour plus de participation, mais aussi plus de représentation. En fait, en France, déjà en 2018, on n'avait qu'un tiers de la population qui se disait, qui pensait de pouvoir influencer ce que le gouvernement fait. Donc un tiers seulement en 2018. Donc il y a un déficit de pas uniquement de participation, mais aussi un sentiment d'exclusion, un sentiment de manquance de représentation. Donc je pense qu'il faut agir là-dessus aussi. Présentation. Il y a une dernière question. On s'approche des 10 heures. Et la table ronde est tout aussi passionnante. C'est à venir. Une personne de M. Moukerzel de l'Union européenne qui nous dit, alors à vous deux, sachant que vous l'avez déjà évoqué, pouvez-vous détailler quelques indicateurs requis pour mesurer la confiance vis-à-vis du secteur public? Alors pour répondre à votre question, vous avez déjà mentionné sur ces indicateurs les questions d'intégrité, transparence, j'ai noté équité, réactivité, fiabilité et ouverture. Ce qui sont les éléments principaux. Oui, ce sont les éléments principaux. Et en fait, avec l'enquête, on pose des questions très concrètes. Donc, on pose des questions très concrètes au niveau de deux situations. Donc, on demande pas uniquement sur des situations en relation avec le secteur public, quelle est l'évaluation que vous faites à niveau d'intégrité, à niveau d'ouverture, à niveau de justesse et de réactivité et aussi de penser au futur. Mais on pose aussi des questions sur la satisfaction avec les services publics et aussi des questions sur la participation politique. Parce qu'on a bien recueilli qu'il y a des éléments aussi qui vont ajouter pour la confiance, qui sont la participation, qui sont la satisfaction et l'expérience avec les services publics. Merci beaucoup. Alors, je sais, Marcel, qu'on a une table ronde qui arrive, mais il y a une toute dernière question que je trouve très, très pertinente. Quelqu'un, Monsieur Bederia, encore de l'étranger. On est suivi partout et c'est tant mieux. Peut-être je vous la pose, Geert Boeckert, Monsieur Bederia. Donc, je vous remercie. On voit encore, vous toutes et tous, l'adresse pour poser vos questions qui apparaît en bas de vos écrans. Il nous demande si les échéances électorales à venir peuvent... Donc, présidentielles, peuvent-elles influencer la confiance dans le service public et comment y remédier? En gros, est-ce que là, cette séquence électorale que nous vivons est aussi un élément qui peut permettre de travailler cette confiance de la population à l'endroit de ces administrations du secteur public? Geert Boeckert, votre sentiment sur ce calendrier électoral politique? Il y a le chercheur Hirschman, c'est un Américain, a en fait dit qu'il y a 3 catégories dans la population. Exit, donc sortie, voice, loyauté. Et donc la proportionnalité de ces 3 catégories est essentielle. Alors pour les élections, les présidentielles, l'indifférence envers les élections est une mesure, en fait. C'est plus grave, dans un sens, de ne pas manifester et d'être indifférent que de manifester. C'est le voice, paisiblement, évidemment. Donc, exit, ça veut dire hooliganisme, migration et déconnecter du système d'élection et de ne pas aller voter. Donc, de ce point de vue, c'est une grande mesure. Combien de personnes dans une société se déconnectent de ce qui se passe? Là, c'est un indicateur majeur pour la méfiance, pour la défiance. Donc, il faut regagner les gens et les impliquer dans le débat pour avoir le voice,
Loyauté aveugle, ça existe, mais la voice impliquée, c'est ça qu'il nous faut dans une démocratie ouverte. Merci. Exit, voice, loyalty. C'est aussi on verra, hein, la participation sera importante. Vous vouliez réagir ou... Rien ajouter. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions arrivent, mais je les prendrai peut-être dans la deuxième table ronde. Peut-être une... Bon, allez, gardez vos questions pour la deuxième table ronde. Marcel Guénoun, directeur de projet à la mission Expérience Usager. Tout cela est extrêmement passionnant. Beaucoup de choses. Tout à fait. Merci de vos voix, du coup, de vos voices, même si on arrive au moment de l'exit. Avec tant de compétences et de bienveillance, on a mis, grâce à vous, ce début de journée sous le signe de la confiance. Et vous nous avez permis, Monica, de faire la transition, puisque la politique de confiance en Norvège consiste à renforcer la confiance dans le management. Et justement, la table ronde suivante prolongera la thématique que nous avons abordée durant cette heure en travaillant les politiques de confiance dans le management et dans quelle mesure ces politiques de confiance envers les agents permettent aussi d'améliorer la relation de service et la confiance des usagers. Ces deux problématiques sont liées. Merci encore chaleureusement à tous les deux. Merci beaucoup. Je peux retenir la confiance est un capital social. J'ai retenu ça. Merci Monica Bredzi, merci Geert Bouker d'avoir été avec nous. C'était, comme le dit très bien Marcel, extrêmement prenant. Bougez pas, restez avec nous. On se donne quelques minutes de battement, histoire d'installer la deuxième table ronde à venir construire la confiance avec les agents, avec les usagers. Vous pouvez continuer de nous poser vos questions. Bougez pas. On est de retour en direct dans quelques minutes. À tout de suite.